Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane et AlphaCuck qui n'est toujours pas encore animé pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Benjamin Mendy a été jugé non coupable de viol et de tentative de viol malgré la lourdeur du dossier, malgré la quantité de preuves, malgré beaucoup de choses. Et ça va nous donner l'occasion d'en parler, de parler un petit peu de la justice anglaise et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de non-lieux et de classements sans suite dans ces affaires-là. Donc pour commencer, on va démarrer par la lecture d'un article qui est publié par France Info, publié le 14 juillet à 17h16, dont le titre était « Le footballeur français Benjamin Mendy jugé non coupable de viol et tentative de viol ». C'est un article qui a été écrit par... Ah, je n'ai pas le nom du ou de la journaliste. Le joueur de Manchester City était rejugé depuis fin juin pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue de son premier procès où il avait déjà été acquitté. Il a été déclaré non coupable de viol et tentative de viol le 14 juillet par la justice britannique, 5 mois après avoir été acquitté pour 6 autres accusations de viol, il en avait donc 8 sur le dos, et d'une agression sexuelle, et 9. Il était rejugé depuis la fin juin à Chester, dans le nord de l'Angleterre, pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès. Le footballeur français âgé de 28 ans était accusé du viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une femme de 29 ans 2 ans plus tôt, accusation qu'il a fermement contestée. Le jury a rendu son verdict après un peu plus de 3 heures de délibéré. Benjamin Mendy a éclaté en larmes lors de l'annonce. Il souhaite remercier les membres du jury de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès plutôt que sur les rumeurs et les insinuations qui ont suivi cette affaire depuis le début, a déclaré Jenny Walshire, l'une de ses avocates citée par le Manchester Evening News. 9 accusations. 9 accusations sur une personne célèbre. Alors, non seulement les cas de fausses accusations sont absolument rarissimes, mais elles sont quasiment inexistantes quand il s'agit de personnes dites puissantes. 9 accusations et il sort libre de ça. Le champion du monde suspendu par son club, qui n'a pas renouvelé son contrat qui arrive à échéance le 30 juin, avait été incarcéré fin août 2021 et avait passé plus de 4 mois en détention provisoire. Il avait été libéré début 2022, placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son premier procès. Il a été particulièrement soutenu, Benjamin Mendy. Voici un autre article de France Info avec des témoignages recueillis, des propos recueillis par Adrien et Mardoin. Le titre de l'article étant « Pogba, Depay, Vinicius, plusieurs joueurs apportent leur soutien à Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol, et s'interrogent pour la suite. Le milieu de la Juventus a notamment publié un message sur Instagram. Je pense que c'est... c'était quoi son prénom à Depay déjà ? Il était passé par Lyon, j'ai oublié son prénom. Avec plaisir, Alexia. Avec plaisir. Le milieu de la Juventus a notamment publié un message sur Instagram et attend que le nom de son ancien coéquipier en équipe de France soit lavé. Champion du monde ensemble en 2018, Pogba et Benjamin Mendy sont semble-t-il restés en bons termes. Le 14 juillet, quelques heures après que le défenseur français a été jugé non coupable de viol et tentative de viol par la justice, Pogba lui a adressé un message sur les réseaux sociaux. Memphis Depay, merci Antoine. Il lui dit « Tellement heureux pour toi, frère. Toutes les personnes qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. J'ai hâte de te revoir sur le terrain. » Et on lui signalera qu'il comprend probablement mal la thématique de la judiciarisation des violences conjugales. Il a été déclaré non coupable, mais ça ne veut pas dire, absolument pas dire que le viol n'a pas eu lieu. Il n'y a peut-être pas eu assez de preuves pour prouver le viol. Enfin, plein de raisons qui peuvent expliquer qu'il n'a pas été condamné. Et donc voilà, bon, c'est un petit peu dommage, quoi. S'ils n'ont jamais porté le même maillot en club professionnel, ils ont été formés au Havre, on s'en fiche complètement. Le Turinois n'est toutefois pas le seul joueur professionnel à s'être exprimé. Plus tôt dans la soirée, le néerlandais Memphis Depay, ancien joueur de l'OL, a également réagi sur son compte Twitter et se pose des questions pour l'avenir de Benjamin Mendy. Toutes les accusations rejetées. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qui va aider notre frère à guérir ? Qui va porter la responsabilité des dégâts sur son nom ? Comment va-t-il récupérer sa carrière ? Mais Benjamin Mendy, il n'a pas obtenu gain de cause au tribunal dans le sens où il n'a pas fait accuser ses accusatrices d'avoir porté un faux témoignage. C'est pas du tout ça, ce dont il s'agit. Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Merci Walter, c'est corrigé. Il ajoute « De nombreuses années d'investissement pour devenir footballeur professionnel et maintenant quoi ? Je n'ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails, mais je lui ai parlé une fois en FaceTime quand il se trouvait derrière les barreaux et je l'ai affronté sur le terrain plusieurs fois. On ne peut pas accepter que de telles choses nous arrivent en tant qu'athlètes. Mais ces femmes n'ont pas été ni accusées ni condamnées pour fausses déclarations. C'est pas ça qui s'est passé dans ce procès. Il a été jugé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Mais personne n'affirme que ces faits-là ne se sont jamais produits et personne n'affirme non plus que bah oui, non mais c'est ça, ils pleurent comme s'ils étaient à plaindre, quoi. Une intervention saluée par plusieurs footballeurs, dont le bosnien Pjanic et l'anglais Grealish, lui je ne connais pas, qui l'ont jugé vrai, blablabla.
Vinicius qui dit « Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, tu as perdu 2 ans de ta carrière, mais c'est le moins que l'on puisse dire, et les dégâts psychologiques, il est certain que ta vie ne sera plus jamais la même. La culture de la destruction de la réputation a fait une victime de plus. » Bon. Bref. Bah oui. Bah, je suis désolé, Pierre. Mais on a tous cette impression-là, je pense. Hein. Jusqu'à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir le droit à une défense élémentaire? Alors là, il ne faut quand même pas exagérer. Parce qu'il n'y a pas eu de condamnation. Parce qu'ils ont eu une défense tout à fait fair, tout à fait normale. Et parce que dans la majorité des cas où il y a des accusations d'agression sexuelle, on n'est pas condamné à 4 mois de prison. Enfin, on passe pas 4 mois de prison de façon préventive. Donc là, il faut quand même pas exagérer. Des footballeurs qui sont accusés de viol actuellement, il y en a une sacrée quantité. Leur vie, elle n'a pas bougé d'un chouïa. Hein. Cristiano Ronaldo, Neymar et compagnie. Hein. Les fausses histoires sont créées et diffusées sans vérification des faits et la situation ne fait qu'empirer. Être responsable serait le minimum pour tout professionnel, mais de nos jours, le travail sérieux est devenu une exception. Il n'y a pas de limite pour obtenir plus de clics et d'engagement. Ma question est la suivante, que va-t-on faire pour réparer les dégâts? Bah ouais, on se pose la question, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer les dégâts des victimes, surtout qui ne sont pas reconnues coupables, ou qui vont avoir des dizaines, ou voire des centaines d'euros de dépenses mensuelles pour se soigner après? Moi, c'est plutôt vers elles que mon empathie porte. Hein. Et donc, un petit extrait qui est ressorti sur Twitter, que j'avais vu passer, qu'on m'a renvoyé tout à l'heure, qui nous parle de ça. Procès à la française versus procès à l'anglaise, petit exercice comparatif. C'est un petit extrait qui dure 3 minutes d'une émission sur France Inter que je vous laisse écouter. On va donc passer au prétoire, Laurélie. C'est pas le jeu des 7 différences, mais on n'y est pas loin parce que vous nous proposez ce matin un procès pour votre prétoire entre ici en France et outre-Manche. Oui, prenons une même affaire et jugeons-la d'abord selon le système français, puis selon le système anglais. Cet exercice en miroir a eu lieu mardi à la Cour d'appel de Paris avec de vrais magistrats, de vrais avocats. Seul le prévenu est un comédien bilingue. Members of the jury. I appear to prosecute this case. My learned friend, Mr. Butt. Alors voici l'affaire. Une bagarre entre 2 hommes qui ont un différend. L'un y perd un œil. Il n'y a pas vraiment de témoin. La blessure aurait été causée par une clé à molette introuvable. Le prévenu lui évoque un coup de poing donné en état de légitime défense. Et la première différence, Laurélie, c'est la présence de jurés chez nos voisins anglais. Oui, alors je passe sur les jolies perruques blanches. Salut Faust, sois le menu sur la chaîne. Certains crimes sont jugés aux assises en France. Le viol est jugé aux assises, par exemple, pas l'agression sexuelle. Donc voilà, on a aussi des jurés parfois en France pour certains types de procès. Que portent les avocats et les juges outre-Manche. Les jurés, donc en France, sont réservés aux cours d'assises. En correctionnel comme ici, siègent uniquement des magistrats professionnels. À l'inverse, en Angleterre, le verdict appartient aux 12 jurés et à eux seuls, guidés par les recommandations que leur livre le juge avant qu'ils partent délibérer. Ariane Hampson est magistrate de liaison pour la France à Londres. Pour prendre un exemple tiré du procès qu'on vient de vivre, il leur a été répété donc surtout de ne pas écouter leurs émotions. Il y a une victime qui a été très gravement blessée. Pour autant, ce n'est pas avec le prisme de cette blessure, aussi grave soit-elle, que la décision doit être prise. C'est donc ce jury que vont devoir s'acharner à convaincre la défense et l'accusation, alors que le juge anglais se tient en retrait des débats. Le cheminement vers la vérité est donc tout autre, observe Régis Dejorna, président de cour d'assises. Nous, notre système, c'est un système de type inquisitoire, où on va rechercher la vérité en posant des questions. C'est le président lui-même qui va amener la contradiction, alors que le président anglais est beaucoup plus un arbitre, et la contradiction va être entre les parties. Peut-être le système français est plus à la recherche de la vérité, alors que peut-être le système anglo-saxon, c'est 2 vérités sur lesquelles il faudrait choisir l'une des 2. Autre différence, la position qu'occupe le ministère public. En Angleterre, pas de procureur placé en hauteur au même niveau que les juges sur l'estrade, mais un avocat de la couronne qui porte l'accusation et qui se tient au même niveau que la défense. Sans doute un exemple à suivre ici pour le pénaliste Emmanuel Daoud. Bah oui, non, un exemple à suivre. C'est-à-dire qu'en fait, si l'objectif du juge, c'est uniquement d'être un arbitre et de ne pas aller chercher la vérité, c'est tout à fait critiquable. Nous n'aurons pas le ministère public au même niveau que la défense. Le concept d'égalité des armes sera moins bien incarné. La conviction que la justice est rendue de façon convenable, pertinente et fondée, elle passe aussi par les apparences. Et alors, Laurélie, dans quel sens
chaque tribunal a tranché? Eh bien, en France, ce prévenu fictif a été condamné à 2 ans de prison avec sursis alors qu'il est déclaré non coupable outre-Manche. Si ça n'avait pas été le cas, le procès anglais aurait alors duré plus longtemps. Il aurait continué axé sur la personnalité, sur les antécédents judiciaires de l'accusé et sa peine aurait sans doute été plus lourde qu'ici. Alors attention aux conclusions hâtives. Il faut quand même mentionner qu'en Angleterre, la majorité des dossiers n'arrivent pas jusqu'au tribunal. Ils se soldent par une procédure de plaidé coupable. Le droit de faire appel y est aussi restreint. Alors si l'on veut comparer ces 2 systèmes judiciaires juridiques dans leur globalité, ça demandera au moins une autre chronique. Bon, et donc vous voyez, la même affaire aurait abouti à une condamnation en France, en l'occurrence là 2 mois avec sursis, et en Angleterre, ce serait soldé par un non-lieu. Intéressant. En fonction de la façon dont on juge les affaires, avec le système français ou le système anglais, on n'aboutit pas aux mêmes conclusions. Mais alors, pourquoi on se retrouve comme ça avec autant d'affaires d'agressions sexuelles comme celle de Benjamin Mendy qui finissent en non-lieu ou en classement sans suite? C'est un article de l'Obs qui parle de ça. Un article de Mariana Abreu qui date du 12 juillet 2022 qui dit « Un non-lieu a été ordonné lundi en faveur du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accusé de viol depuis 2017. Une décision qui soulève quelques questions. » Et elle se pose la question, quelle est la différence déjà entre un non-lieu et un classement sans suite? Le classement sans suite et le non-lieu sont 2 décisions de justice rendues après le dépôt de plainte. Le classement sans suite est rendu par le procureur, le non-lieu est rendu par le juge d'instruction. Toutes 2 précèdent le tribunal, donc il n'y a pas eu de procès, et traduisent la volonté de la justice de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction. Donc on n'est pas passé en procès dans un tribunal. Les différentes personnes qui composent le parquet orientent les affaires dans la chaîne pénale. Ils ont un rôle de filtrage. Ils vont vraiment se fonder sur la question des preuves qui ont été réunies par les policiers. La majorité des affaires pour viol dans lesquelles on a un suspect identifié finiront classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Et quand on a l'autre là, c'est l'UNEVEM, qui vient nous expliquer la vie là dans le chat en disant mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu dis que la charge de la preuve elle est lourde, c'est littéralement les propos d'Océane Perona, sociologue et politologue. Quand une plainte n'aboutit pas, est-ce que ça veut dire que la victime ment? Très important, ça fait le lien avec ce qui s'est passé avec Benjamin Mendy. Non, le classement sans suite n'est pas un désaveu de la victime, c'est juste que les conditions font que dans le cas présent, il n'y a pas assez d'éléments pour nourrir une procédure pénale susceptible d'aboutir. Ça c'est Julien Portier, qui est juge à Paris, qui répond. L'affaire est classée sans suite par manque de preuves, et ce petit bout de phrase est essentiel, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ajoute Valérie Duez-Reuf, avocate au barreau de Paris. L'important c'est qu'on en parle aussi, et qu'on lui reconnaisse ce statut de victime. Le simple fait de le dire, ça permet de dire que c'est arrivé. Ça, dans l'esprit d'une victime, c'est fondamental de l'entendre, absolument. Alors pourquoi autant de plaintes pour viol n'aboutissent pas? La raison principale ne fait pas débat. La plupart des viols sont difficiles à prouver. En général, les relations sexuelles ont lieu à huis clos, y compris lorsqu'elles sont légales et consenties. Mais quand elles ne le sont pas, le huis clos peut poser des difficultés probatoires. Autrement dit, il est difficile de prouver que le viol a eu lieu. Le plus souvent, le manque de preuves confronte la justice à des situations de parole contre parole. Or, le doute profite à l'accusé. On préfère un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Le risque est encore plus grand quand la plainte arrive tard. Il y a une vraie différence entre les agressions qui sont dénoncées dans les 48 heures et celles qui sont dénoncées après ce délai. Alors pourquoi le consentement est aussi dur à prouver? Le non-consentement est aussi dur à prouver. Le consentement, c'est quelque chose qui dépend de la volonté et c'est subjectif, alors que la question pour la justice, c'est de savoir comment on va objectiver quelque chose. En l'occurrence, le droit pénal français objective l'absence de consentement par la présence de violence, contrainte, menace ou surprise, terme qui caractérise le viol dans le code pénal français, qui permet de prouver qu'il n'y a pas de consentement. Mais sans preuve accablante, il reste très difficile à prouver, surtout lorsque la victime connaît son agresseur. Les policiers reconnaissent aussi que dans un couple, il est tout à fait possible d'avoir des relations sexuelles consenties mais pas désirées. Comment faire la preuve de l'absence de consentement des plaignantes dans des contextes où cela est possible? On aura du mal à faire la démonstration de l'intentionnalité du viol. Face au faible taux de résolution des enquêtes pour viol, est-ce qu'il faut se laisser décourager? Réponse, en 2017, 76% des enquêtes pour viol ont été classées selon des chiffres du ministère de la Justice, un chiffre qui décourage plus d'une victime à porter plainte. Mais pas Rose. Lorsque Rose a décidé de porter plainte pour viol contre son cousin en 2020, elle ne s'attendait à rien. On la cite, « Quand je portais plainte, je me suis vraiment dit que j'avais 0 chance, je voulais juste la reconnaissance de mes proches qui ne me croyaient pas. C'est au fur et à mesure que je me suis mise à croire que c'était possible que ça aboutisse, explique la jeune étudiante en littérature. Mais un an après, tout s'est effondré en une phrase. L'examen des preuves n'a pas permis de constituer l'infraction.
Je me suis dit qu'ils étaient en train de se servir du champagne. C'est l'échec. Je m'en voulais de ne pas avoir été assez convaincante. J'ai mis 1 semaine à le dire à mes amis tellement j'avais honte, raconte la jeune femme. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas porter plainte. Selon Rose, le cheminement peut aider à guérir. Voilà ce que je voulais dire. Je n'en tire pas plus de conclusions par rapport à l'affaire Benjamin Mendy. Je vous laisse complètement libre, chacun et chacune, d'interpréter ce que vous voulez. Mon avis, bien sûr, sur cette affaire, il est fait, il est complètement fait. Et je suis absolument désolé du verdict qui a été rendu. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur YouTube. Je vous dis à très vite. Au revoir.